bonne année à toutes et tous. C'est toujours un rendez-vous traditionnel chez nous de vous inviter pour la galette républicaine, voilà, à l'occasion des vœux. C'est vos derniers vœux avec nous dans ces locaux, donc profitez-en, voilà, du charme désuet de ce bâtiment dont nous déménagerons au printemps, puisque ça y est, les travaux touchent à leur fin dans nos nouveaux locaux de Bastille. Mais donc on est ravis de vous accueillir pour cette dernière édition ici. Vous l'avez peut-être vu si vous lisez la presse régionale champenoise, ce dont je ne doute pas. Mais j'ai inauguré cette année le concept des vœux inversés. Et donc l'idée est d'aller plutôt dans les villes rurales où c'est pas que moi j'ai pas l'habitude d'y aller, c'est que personne n'y va. Aller dans ces villes, donc là on était à Corel, c'est dans la banlieue de Reims, c'est un village de 666 habitants où il y avait 150 personnes dans la salle des fêtes pour venir discuter avec nous, dont beaucoup n'avaient jamais été à aucune réunion publique de rien, mais qui disaient tiens il se passe un truc, on va aller voir on va aller voir par là. Il y avait eu des tracts dans tous les boîtes aux lettres, et donc l'idée était d'aller dans des endroits qui voient pas souvent passer du monde, ou en tout cas des figures politiques nationales, non pas pour leur déclamer nos vœux comme certains politiques savent bien le faire en expliquant tout ce qu'ils ont fait de bien et tout ce qu'ils vont faire d'encore mieux, mais plutôt d'aller leur donner la parole. Et donc le concept des vœux inversés, c'est qu'on écoute, on se tait et on écoute, et donc ça commence par 1 heure d'intervention, de questions de la salle non-stop, et c'est hyper important parce que il y a des personnes qui prennent la parole, qui n'ont jamais forcément pris la parole en public, et que du coup c'est une vraie manière de faire du terrain, c'est-à-dire que s'exprime la pensée profonde du village, avec des fois d'ailleurs c'est assez intéressant, des personnes qui commencent à se répondre les uns les autres dans la salle, le débat qui s'emballe un peu, et puis nous qui arrivons à la fin pour répondre aux questions, aux interpellations qui nous sont directement adressées, mais aussi essayer de faire une forme de synthèse de ce qui s'exprime. Et donc c'est voilà, c'est un concept qu'on apprécie beaucoup, qui fait remonter parfois des injonctions contradictoires, mais surtout aussi des remerciements d'être venu écouter, de faire un peu différemment, et puis de tout ce qu'on a pu faire les mois précédents. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ces retours-là, et on va continuer, pas juste en janvier, mais aussi dans les mois qui viennent. Je pense que c'est un concept qui nous paraît intéressant et qu'on va rendre un peu plus fréquent. Et donc, ce qui remonte de ces vœux inversés, c'est quand même une très grande inquiétude. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe à l'international, on ne peut être qu'inquiet. Vous avez peut-être écouté le discours d'investiture de Donald Trump hier. Vous êtes tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu ce courage, mais j'ai lu vos articles. Et c'est vrai que quand on voit qu'il prône la fin des accords de Paris, quand on voit qu'il décrète un état d'urgence énergétique, là où nous on décréterait un état d'urgence climatique. Et quand tu dis état d'urgence énergétique, évidemment c'est pas pour dire qu'il faut construire des éoliennes partout, c'est pour aller chercher des hydrocarbures, forêt, comme il l'avait dit. On voit que tout ça est climaticide et dangereux. On voit aussi qu'en Europe, parce que en fait je trouve qu'il y a un beau jeu en Europe de dire Trump c'est le mal et puis nous on est gentils, mais on voit que même en Europe, Ursula von der Leyen ne parle plus du Green Deal. Et que quand elle fait des choses proactives, c'est plutôt pour aller signer le Mercosur, qui est lui aussi climaticide. Et donc il y a aussi une hypocrisie à aller dire parfois, c'est Trump c'est le mal et nous c'est le bien. Si la lutte c'est le climat, alors nécessite d'être menée pleinement, et pas juste par des paroles et pas par des actes. On est en fait en plein syndrome de l'autruche. Vous savez, c'est ce que ces neuroscientifiques ont décrit en disant que le climat c'est un danger tellement immense, tellement imminent que ça prend un peu tout le monde de court. Et donc le cerveau humain n'est en fait pas câblé pour prendre en compte l'entièreté de ce problème. Et donc il y en a qui basculent dans le déni, dans la colère, et puis il y en a aussi qui peuvent basculer dans l'anxiété. Et anxiété, il y a de quoi en avoir quand on se voit ce qui se passe en France, puisque le président de la République nous avait parlé dans une dernière allocution du réarmement. Vous vous rappelez, il voulait tout réarmer la démographie, pas la démocratie, il n'a pas trop réarmé, mais réarmer la démographie, réarmer l'économie, etc. Il voulait tout réarmer, mais à la fin, comme souvent avec eux, c'est l'écologie qui se prend la balle. Et ça s'est fait, c'est un drame en plusieurs actes. Alors ça a commencé en février, ça a commencé depuis des années, mais si on se concentre sur 2024, en février, Gabriel Attal avait annoncé un décret pour faire 10 milliards d'économies, comme ça, par un trait de plume, en urgence. Sur ces 10 milliards d'économies, il y avait 2 milliards d'économies pour le budget de l'écologie, et chacun sait que le budget de l'écologie, c'est pas 20% du budget de l'État. Donc c'était complètement disproportionné, c'est-à-dire que quand ils sortent la SERP, là où ils se disent tiens c'est là où on peut aller prendre de l'argent un peu facilement, c'est dans le budget de l'écologie.
Il y avait notamment eu 1 milliard d'économies sur MaPrimeRénov', ce qui est l'équivalent de 100 000 à 150 000 logements rénovés en moins sur un an. C'est l'équivalent de toute la ville de Rennes ou toute la ville de Lille, pour que vous vous rendiez un peu compte. Il y avait 500 millions de baisse aussi sur le fonds vert. 1 milliard d'économies par trait de plume en février sur MaPrimeRénov', 500 millions sur le fonds vert, 340 millions sur les infrastructures de transport. Vous savez, ces fameuses annonces qui avaient été faites par Elisabeth Borne de mettre beaucoup d'argent dans le train, sur les petites lignes, etc. Que nenni. Et puis 620 millions sur plein d'autres choses, ça avait tapé un peu partout dans le budget. Et puis ensuite, il y a eu la dissolution qui d'ailleurs a aussi fait reculer beaucoup l'écologie, parce que pour vous donner un exemple, il y avait ce plan national d'adaptation au changement climatique qui était attendu au printemps, et les hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement avec qui nous sommes en contact nous disaient, vous vous rendez compte, au printemps ils disaient on peut pas le sortir maintenant, c'est les européennes. Après en juin ils nous ont dit on peut pas le sortir maintenant, c'est les législatives. En juillet et en août, on nous dit on peut pas le sortir maintenant parce que c'est les Jeux Olympiques. Et en septembre, il n'y avait pas de Premier ministre. Et puis quand il y a eu Barnier, ils ont fini par le sortir à l'automne. Mais à chaque fois, c'est 6 mois de perdu pour le climat, juste pour des questions politiciennes. Alors que l'environnement devrait dépasser tout, et que quand on voit les inondations qui ont eu lieu à Saint-Omer, dans plein d'endroits en France, la sécheresse aussi, on voit bien que l'adaptation des territoires à la résilience et la résilience climatique, c'est quand même un truc hyper urgent. Et donc ce plan finit par sortir, mais là ce que nous disaient nos fonctionnaires, c'est ils ont fini par sortir notre plan, mais sauf qu'ils ont sabré tous les budgets qu'il y avait en face. Et effectivement, avec Michel Barnier, dont je me rappelle très bien que certains d'entre vous me disaient mais vous allez être contente pour une fois, Mme Tondelier, parce qu'ils ont mis un Premier ministre écologiste. Alors là j'étais là, pourquoi vous dites ça? Bah oui, c'est parce que par rapport aux autres. C'est sûr que tout est relatif et qu'on partait d'un peu loin avec les autres, mais je me rappelle de toutes les questions qu'on avait eues sur, vous vous rendez compte, il a quand même dit le mot dette écologique, c'est bien quoi. Il a prononcé le mot. Sauf qu'on est en 2024 et prononcer des mots, ça ne suffit pas. Et par ailleurs, la dette écologique, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'une dette financière, dans le budget de l'État, on voit ce que c'est. Ça a vocation à être remboursé un jour. Une dette écologique, ça ne veut rien dire. Ça ne se rembourse pas, les dixièmes de degrés de réchauffement climatique ne se rattrapent pas, les limites planétaires, à part la couche d'ozone, sont irréversibles. Et on voit bien aussi que les espèces qui disparaissent, Jurassic Park n'étant qu'une fiction, on ne les fera pas réapparaître. Donc ça n'existe pas, la dette écologique, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, si tant est que ça en est un, on ne peut pas juste affirmer un concept, il faut des actions qui vont avec. Et le grand écologiste, pour reprendre certains articles qui étaient sortis à l'époque, Michel Barnier, quand on a vu son budget, on n'a pas été déçus. Il y avait moins 60% sur le fonds vert, le fameux qui avait déjà baissé de 500 millions en février. Il y avait moins 137 millions d'euros sur la biodiversité, il y avait moins 500 millions d'euros sur les flottes de véhicules électriques, il y avait encore des baisses sur MaPrimeRénov'. Et donc là voilà, c'était assez concret. L'austérité touche en premier lieu l'écologie. Et puis est arrivé François Bayrou, et là on nous a dit, vous allez voir, lui vraiment il a compris. D'ailleurs quand nous l'avons rencontré avec Cyril Châtelain et Guillaume Gontard, il nous a expliqué à quel point il faisait des super pistes cyclables à Pau, donc vraiment il fallait lui faire confiance sur l'écologie. On n'a pas été déçus non plus, puisque son budget, en fait c'est Barnier en pire. Et ça c'est quelque chose sur lequel je veux m'arrêter et qui est assez préoccupant, parce que ce gouvernement, celui de Michel Barnier, a été, et en fait globalement la politique d'Emmanuel Macron a été désavouée des deux manières les plus légitimes possibles dont on peut le faire dans la Ve République. La première, c'est par les urnes, par les électeurs, les élections européennes puis législatives, et la deuxième, c'est par la représentation nationale avec cette censure du budget Barnier. Pour celles et ceux qui, dans leur camp, ne croient pas à la démocratie, qui disent très bien, je sais qu'eux, ils croient beaucoup au marché. Et s'ils croient au marché, alors ils doivent regarder. La réalité en face, c'est que les marchés aussi les censurent. Depuis la dissolution, les marchés ne comprennent pas ce qu'ils font. Et donc il y a une chose assez incroyable, c'est que ils nous appellent toujours à la responsabilité. Ils nous disent que vraiment c'est très important, les marchés, etc., faut faire attention, mais ils nous enferment dans l'instabilité. Parce qu'ils doivent bien comprendre que si un budget est censuré à l'automne, ce n'est pas parce qu'on nous aurait remis le même empire en janvier, nous soyons d'accord. Et je trouve que de ce point de vue-là, nous avons bien fait d'aller discuter. Déjà parce qu'il fallait une force d'interposition sociale et environnementale entre Macron et les Français. Et je vous dis pas qu'on était sûr d'y arriver, mais je vous dis qu'on avait le devoir d'essayer. Et puis surtout, ça veut dire qu'ils n'ont aucune excuse et aucun alibi. Ils peuvent pas dire on a été obligé de bosser avec l'extrême droite, ou on a été obligé de faire ci ou ça parce qu'ils n'avaient pas de proposition et qu'ils sont pas venus aux réunions. Nous étions là, et donc ce qu'ils font à partir de là, c'est en conscience. Ils décident, en nous regardant les yeux dans les yeux, de continuer à brader l'écologie. Et donc
les premiers pas de François Bayrou sont, de ce point de vue-là, très éloquents et très inquiétants. C'est-à-dire que dans un discours, moi je me rappelle, j'étais par message avec certains ministres qui m'avaient dit « mais vous allez voir, ben, on l'a bien vu ». Au bout d'une heure, je faisais des messages en disant « ah tiens, ça fait 1 heure, il n'a toujours pas prononcé le mot d'écologie ». Et puis d'un coup, il a prononcé le mot. Alors il faut dire qu'il a dit à un moment le Conseil économique, social et environnemental. Donc grâce au CESE et à l'explicitation du CIL, il a dit le mot environnemental, c'était la seule fois du discours, alors qu'il avait prononcé 5 fois intelligence artificielle. Mais à un moment, il y a eu ce fameux passage sur l'écologie, dont ils avaient tous l'air très fiers, qui faisait 158 mots, nous avons compté, et qui ne disait quand même rien de nouveau, et plutôt qui insistait sur des sujets sur lesquels on peut pas dire que ce soit les plus fédérateurs sur l'écologie. Alors après, il a reparlé un peu des poireaux pour parler de l'éducation. On peut mettre ça sur le quota écolo si vous voulez, c'est des légumes, ok. Mais surtout, il est arrivé ensuite sur des parties sur l'agriculture, où il a dit des choses terribles, sur l'Office français de la biodiversité, notamment sur l'OFB, où il humilie quand même publiquement un corps de fonctionnaires, en disant mais voyez, grosso modo ils se comportent comme des shérifs, l'arme au poing, ils vont dans les exploitations agricoles, c'est très humiliant. Mais enfin, ce qu'il dit est aussi très très humiliant pour l'OFB. Donc je rappelle qu'il répond à des consignes de l'État, c'est un corps d'État, donc s'ils font des choses d'une certaine manière, c'est qu'on leur demande de le faire, que le récit qu'en fait François Bayrou n'est pas forcément conforme à la réalité de terrain. Et je me rappelle que nous étions allés les voir, l'OFB, au Salon des maires, et discuter avec eux, parce qu'il faut se rendre compte qu'être fonctionnaire de ce corps d'État, après les annonces faites par Attal en février pour contenter les agriculteurs, vous avez été lâché en pâture, et là se refaire lâcher en pâture, livré en pâture par François Bayrou, c'est quand même extrêmement violent. Et donc ça n'est clairement pas à la hauteur. Et puis si ça s'était arrêté qu'au mot, encore une fois, pourquoi pas, on s'attendait pas à grand chose, mais là, dans le budget, en fait, c'est pire. Et donc je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que on a eu des questions, pourquoi on votait la censure, et je dois dire, on a encore eu un conseil politique la semaine dernière, enfin c'était la semaine dernière, c'était après le vote de la censure, où 100% des participants revendiquaient que nous avions eu raison d'aller discuter et ne remettaient pas ça en question, on a bien fait de le faire, mais 100% étaient aussi très à l'aise et très alignés sur le fait qu'il fallait voter la censure, c'est-à-dire qu'on est très très solide sur nos appuis, c'est pas des choses qui font débat chez nous. Tout ça nous paraît extrêmement logique, et en fait, on voit bien que, y compris des personnes du gouvernement avec lesquelles nous discutions, moi m'ont dit, franchement, on comprend que vous ayez voté la censure. On était trop loin, et sur vos sujets, on voit qu'on n'y arrive pas. Ce qui est un peu problématique, c'est à quel point ils essayent de retourner les choses et de nous convaincre avec des arguments pas très honnêtes. Moi, par exemple, quand on m'explique, en dernière minute, vous allez voir, le fonds vert, ça va augmenter de 10%. Alors pourquoi ils disent que ça va augmenter de 10%? Parce que le fonds vert, donc qui sert à faire les travaux de résilience climatique, d'adaptation, etc., le fonds vert, il est sur 12 mois. Et en fait, ils ont, depuis la censure, une nouvelle règle pour faire des économies. Ils disent, comme le budget va être voté en mars, tous les fonds, sur des fonds environnementaux, des fonds sur la culture, enfin tous les appels à projets, c'est des fonds qui vont être ouverts mécaniquement sur 10 mois au lieu de 12 mois. Et donc ils appliquent ce qu'ils appellent la règle des 10/12e. Sur tous les appels à projets, ils vont faire des coupes en disant on prend la somme qui était sur 12 mois dans le budget barrier, ou déjà tout baissé, et on la met sur 10 mois. Et donc, ça n'a pas de sens en matière d'écologie. Vous voyez, par exemple, sur le fonds vélo, il y a 400 dossiers qui attendent, parce qu'ils ont mis le fonds vélo l'année dernière à 0 €. Donc, les dépenser sur 10 mois au lieu de 12, mettre plus de tampons, on sait le faire. Et les maires de France entière sont capables de le faire, c'est pas un problème. Et donc, eux, ils appliquent cette règle d'austérité, et ils nous disent, en fait, comme un grand lâcher-prise, que sur le fonds vert, peut-être consentirait-il à ne pas appliquer la règle des 10/12e. Mais donc, du coup, c'est pas une hausse de 10%. C'est le montant qui a été prévu dans le budget Barnier, sans coupe. Et je vous rappelle que le montant qui était prévu dans le budget Barnier, c'était moins 60% par rapport à l'année d'avant. Et donc on voit bien qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle en train de nous dire on vous donne plus 10% alors qu'en fait c'est moins 60. Et c'est comme ça sur à peu près tout. Nous leur parlions en milliards. On avait fait une note très détaillée qui demandait 7 milliards pour l'écologie, d'annonces faites par Borne qui étaient des promesses non tenues, de choses qu'ils sabraient et qu'on rétablissait, et pas que dans le budget proprement le budget de l'écologie, mais aussi dans des budgets sur le logement, sur les transports qui ont des impacts sur nos problématiques. Et donc on ne demandait pas des dépenses somptuaires. Voilà, ce qu'on demandait, c'était des rétablissements, le minimum, j'allais dire minimum vital, mais oui, c'est le minimum vital. Et quand on parlait en milliards, ils nous répondaient, eux, en millions. Genre 250 millions. Alors, oui, alors sur le fonds vélo, il y a encore 0 €. Ah bah si vous voulez, on peut mettre 50 millions, mais on les prend sur le fonds vert. Ou alors on peut dire qu'on met 0 € sur le plan vélo, mais on autorise dans le fonds vert une ligne de dépenses sur les pistes cyclables. Enfin, tout ça,
ce sont des économies de bout de chandelle, c'est du bricolage pour essayer de faire passer pour des victoires des choses qui n'en sont pas, et c'est quand même globalement ce qu'ils sont en train de faire sur à peu près tous les sujets. Alors si on recule, si on récapitule sur le budget Bayrou, il y a eu hier l'examen du texte au Sénat, et là c'était la catastrophe, puisque ils ont rajouté 575 millions d'économies, 125 sur les infrastructures de transport, 324 sur les véhicules électriques qui baissaient déjà, je vous rappelle, de 500 millions, 534 millions de baisse sur l'aide à la rénovation thermique des logements avec la fameuse règle des 10/12e, alors que les Français qui ont besoin de rénover leur maison, en fait, ils déposeront juste leur dossier en mars si c'est clos maintenant, mais ils continuent quand même à avoir des idées de projets. C'est pas vrai qu'en janvier, février, c'est hibernatus et que tout le monde dit j'attends le budget pour rénover ma maison. Et puis la disparition, par exemple, de l'agence bio, avec aussi beaucoup de tensions sur le budget de l'ADEME, enfin sur le budget de plein d'agences environnementales, ça vous avez suivi. Et donc, à un moment, nous on est obligé de dire que ça suffit. Et notre vote de censure, je vais vous dire, si on n'avait rien regardé d'autre, si on n'avait même pas regardé vers Bruno Retailleau ou vers l'aide médicale d'État, vers rien, qu'on avait juste regardé les questions environnementales, rien que pour ça, ils méritaient la censure et ils le savent. C'est pour ça que je n'ai pas vu dans la presse des macronistes ou des membres du gouvernement qui disaient c'est inadmissible, qui votent la censure, on a discuté avec eux, on a fait des efforts. Ils sont incapables de dire autre chose que soit rien, soit à nous en privé, oui, bon, on comprend. Mais nous, on veut pas juste qu'ils comprennent, on veut qu'ils agissent et on va continuer à faire en sorte d'essayer de sauver les trucs. Et encore une fois, je ne vais pas vous dire si on a ça, on vote pas la censure. C'est pas vrai, on voit là qu'on arrive à un endroit et c'est inextricable. Je peux vous dire que nos sénateurs, après la journée qu'ils ont passée hier sur les sujets environnementaux, à voir les baisses, en plus d'un truc qui était déjà très très en baisse, voilà, c'est un moment, s'ils avaient voulu faire ce choix-là, on l'aurait vu. Et en tout cas, si le gouvernement ne voit pas le problème à faire ça, et si certains de nos partenaires ne voient pas le problème non plus, alors c'est que nous avons un problème. Et on revient toujours en fait au même endroit, c'est que sans écologistes, il n'y a pas d'écologie. Et on voit bien, même si parfois on me dit mais l'écologie ça devrait pas être un parti, ça devrait être partout, etc., que quand on ne fait pas nous, personne ne le fait à notre place. Et donc vous savez quoi, on va le faire, et s'il faut donner de la voix encore un peu plus fort dans les semaines qui viennent, nous n'hésiterons pas. Nous n'hésiterons pas parce que c'est de la justice environnementale, mais que c'est aussi de la justice sociale. Vous voyez bien que les coupes dont je vous parle, c'est le leasing pour que les personnes les plus vulnérables puissent avoir accès aux véhicules électriques, ce qui leur fait de grosses économies après sur les factures de carburant. C'est pour que les gens puissent isoler leur maison et arrêtent de vivre dans des passoires thermiques l'hiver et dans des bouilloires thermiques l'été, ce qui fait aussi des grosses économies d'énergie. Je peux vous les faire tous comme ça, mais en général, toutes les dépenses qui sont sabrées, à la fin, c'est les plus vulnérables qui sont en première ligne. On voit bien le peu de cas qu'ils font de ça. Donc ça, c'est quelque chose de très pâle chez nous et qui vraiment... qui est très alarmant parce qu'on voit les mêmes dire mais Trump vraiment il fait n'importe quoi, l'écologie c'est important, mais chez eux ils le font de manière beaucoup plus hypocrite, c'est-à-dire qu'ils vont pas dedans en klaxonnant, ils hurlent pas, ils en font pas une fierté, mais ils n'assument pas non plus. Ils n'assument pas non plus. Ils continuent à nous expliquer à quel point on a quand même la chance d'être en France, que c'est vachement mieux qu'ailleurs, etc. Et je rappelle que sur le fonds vélo et sur le fonds vert, c'est pas des choses qui existaient depuis 50 ans, c'est des choses que Elisabeth Borne a annoncées en 2023. Elisabeth Borne, elle avait annoncé qu'elle allait lancer ce fonds vert et qu'il y aurait autant la première année, que chaque année il y aurait un peu plus. Bon, au bout de 2 ans, ça s'effondre déjà. Le fonds vélo, c'était un fonds qu'elle avait lancé au moment du Covid, qui était sur 2023-2027. Il y a eu l'argent en 2023, puis 0 en 2024, puis 0 en 2025. C'est pas une vue de l'esprit. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas nos analyses à nous, regardez celle du gouvernement. Ils ont un secrétariat général à la planification écologique. Vous vous rappelez, c'était quelque chose que Borne avait mis en place et que nous avions salué en disant ça suffit pas, mais déjà si on a des bons indicateurs, c'est un début, on prend. Bon, et grâce à ces bons indicateurs, on voit à quel point sur les conversions véhicules thermiques, sur la rénovation thermique des logements, ils sont pas du tout à l'objectif qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés. Que les pesticides, la consommation baisse en France. C'est en France que ça baisse le moins par rapport à tous les pays d'Europe. Le moins. Alors qu'en plus, il y a quand même beaucoup d'exploitations qui disparaissent chaque semaine, à peu près 200. On voit aussi que, sur tous les sujets, sur les reports modaux, par exemple le covoiturage, vous faites de la sa voiture pour aller en train. Le compte n'y est pas non plus. Mais c'est sûr, vu qu'ils mettent pas l'argent dans les infrastructures de transport comme ils l'avaient promis, moi dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, pour l'année dernière, c'est 11 000 TER supprimés sur l'année. Et donc évidemment, quand vous vous retrouvez en carafe 3 fois en un mois, le mois d'après, votre nounou, parce que dans la marque vous arrivez en retard, ou votre conjoint vous dit bon maintenant tu vas reprendre la voiture parce que c'est pas assez fiable ton mode de transport. Donc tout ça a des conséquences très concrètes
Et je voulais revenir sur ces histoires de censure et de non-censure et de nouveaux fronts populaires pour vous dire que je pense qu'il faut que chacun garde raison. C'est-à-dire que moi, on a beaucoup discuté chez les écologistes. Oui, on a été une force d'interposition sociale sur certains dossiers et on a empêché des choses terribles. Les 3 jours de carence, attendons de voir si jusqu'au bout ça tient. Donc les 3 jours de carence pour les fonctionnaires, le déremboursement des médicaments, le ticket modérateur. Il y avait quelques mesures comme ça, très outrancières, face auxquelles on a pu s'interposer. Mais est-ce qu'on peut pour autant crier victoire? On n'a pas gagné des nouveaux droits. On n'a pas fait des choses mieux pour les Français. On a empêché qu'elles soient pires. C'est toujours ça de prier, et on sait pourquoi on l'a fait, et on tient notre poste. Mais on ne va pas non plus faire la fiesta comme si on avait gagné la Coupe du Monde de 98. Quoi. Il y a quand même un truc où il faut raison garder et être lucide. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans notre camp, ça tire. Ça tire. Je suis pas sûre qu'en fait le seul problème soit cette histoire de motion de censure. On sait que le bras de fer entre les socialistes et les insoumis dure en réalité depuis bien plus longtemps que ça. Et nous, on a toujours dit qu'en fait, on tenait d'ailleurs à la biodiversité et que dans une coalition, c'était comme dans un écosystème, c'était riche si c'était divers. S'il y avait que Philippe Poutou ou que François Hollande, avouez que ça n'aurait pas marché pareil. Et donc ce qui marchait, c'est que ça allait de Philippe Poutou à François Hollande. Et donc, évidemment qu'on n'est pas tous d'accord sur tout le temps. Je pense qu'on a les mêmes objectifs. Ils étaient d'ailleurs écrits, et les gens qui ont mis le bulletin de vote Nouveau Front Populaire dans l'urne, c'est très clair pour eux. Mais concrètement, on n'a pas forcément toujours les mêmes stratégies pour y arriver. On n'a pas toujours les mêmes manières de faire. On priorise pas peut-être de la même manière. On l'a vu sur l'écologie, là où nous, on met beaucoup plus l'accent que certains de nos partenaires, et c'est logique. Alors partant de ça, il y a 2 solutions. Soit on passe son temps toute la journée à hurler que c'est un scandale et on réserve les mots les plus durs à nos partenaires. D'ailleurs, en termes d'efficacité énergétique, qui est une autre valeur que nous défendons, c'est pas forcément très bien, vu la droite et l'extrême droite qu'on a en face. Soit on décrète que c'est surmontable et on surmonte. Clairement, chez les écologistes, on a décidé que c'était surmontable. Bien sûr qu'on est inquiet. Bien sûr que ça nous fait mal de voir ces invectives permanentes et que à chaque fois qu'on aille à la télé, on se fasse interroger sur le dernier tweet de machin et la riposte de l'autre. Ça ne nous intéresse pas et c'est pas là-dedans qu'on a envie de mettre notre énergie. Ce qui nous embête un peu, c'est quand vous racontez que vous lisez tout par le prisme de... je dis vous de manière générale, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même un peu fréquent, et je sais par ailleurs que c'est aussi parce qu'on vous le raconte et que ça vient pas des écologistes. Je sais de qui ça vient, ne vous inquiétez pas. Mais on voit bien là, par exemple, le fait d'aller discuter avec le gouvernement. C'est une décision qu'on prend chez les écologistes parce qu'elle nous paraît logique. Parce qu'on est en janvier, qu'il n'y a toujours pas de budget, que les dangers sont très grands sur l'écologie, que s'il n'y a toujours pas de budget en mars, ça va être terrible pour les petites et moyennes entreprises, pour les plus vulnérables, pour les associations, que c'est des emplois qui sont en danger, pour les plans sociaux, etc. Nous allons discuter, mais nous prenons nos décisions en fonction de l'écologie. L'acte d'aller discuter, c'était pas pour dire « Tiens, on va laisser les insoumis tout seuls et on va aller avec les socialistes ». Et c'est comme ça que ça a été raconté par certains d'entre vous dans certains médias. Je sais aussi que les socialistes vous l'ont sûrement raconté. Parce qu'ils étaient là, ah bah ils sont trop proches des insoumis, ah bah on va les prendre avec nous, puis on va raconter que c'est une grande victoire culturelle parce qu'ils sont avec nous. Et puis de l'autre côté, quand on monte la censure, certains insoumis vous racontaient, ah, et ben vous voyez, ça y est, ils sont revenus à la maison, les socialistes sont vraiment tout seuls, qu'est-ce qu'ils sont isolés. Mais ça, c'est une lecture, c'est le récit que vous pouvez en faire si vous voulez reprendre le récit des insoumis et des socialistes. Ça n'est absolument pas comme ça que nous prenons nos décisions. Nous sommes écologistes, nous sommes un mouvement émancipé, nous sommes un mouvement partenarial qui tient beaucoup à la promesse que nous avons faite avec le nouveau Front Populaire, et que si on doit finir par porter cette promesse tout seul, on continuera de le faire. Mais on prend bien nos décisions en fonction de l'écologie, que ce soit bien clair pour tout le monde. En tout cas, nos partenaires savent que c'est la vérité, puisqu'on le rappelle aussi assez souvent. Après, moi je vois le côté positif, mieux veut faire envie que pitié. S'ils passent leur temps à parler de nous et à dire qu'on est avec eux, c'est aussi qu'il y a une forme de fébrilité générale. Et je vais vous dire, on est très très solide sur le fait que l'endroit où on est en ce moment est l'endroit où nous devons être, et que c'est ça qu'il faut continuer, et les retours de terrain que nous avons sont assez unanimes là-dessus. Cela étant dit, on va continuer à porter l'écologie. Vous aurez mercredi une conférence de presse pour que nos députés écolos annoncent quels textes ils vont mettre dans leur niche parlementaire. On voit bien sur les PFAS, sur les retraits gonflements de maisons de sol argileux avec les maisons qui se fissurent. On a eu des victoires parlementaires parce qu'on se bat sur des sujets justes, sur lesquels on arrive à convaincre d'autres partis, et de manière d'ailleurs assez transpartisane, pas que au sein du NFP.
On va continuer parce que le 29, on fait des vœux avec Lucie Castet, qu'on appelait les vœux de la victoire, où on a invité tous les partis politiques. On a rencontré, Lucie est venue en bureau politique des écologistes, et donc on a pu discuter avec elle de comment il fallait faire pour 2027. On est très très alignés et on sera présents. Et à l'heure actuelle, on se bat pour que tous les partis soient présents. Alors ce sera peut-être pas forcément le leader national qui sera là, mais tous les partis devraient être représentés. Et je pense que c'est un bon point de départ dans la configuration actuelle de se dire qu'on arrive quand même à se parler et à chercher des solutions. On va continuer à se déplacer partout sur le territoire, on va continuer à être ferme, constant et cohérent. On va continuer à porter une écologie qui se bat pour tous les territoires. Je pense qu'on a beaucoup misé ces derniers temps sur le fait, non pas de le faire parce qu'on le faisait déjà, mais de donner à voir à quel point on se préoccupait des quartiers, des ruralités. À Épinal, on était plus de 500 écologistes il y a quelques semaines, des ruralités de toute la France qui se réunissaient pour dire voilà ce qu'on fait, voilà comment on va faire, quel est le plan de bataille et comment on se met un peu en relation entre écolos dans les territoires d'adversité. Mais il y a aujourd'hui en France une centaine de maires écolos et il n'y en a que 6 dans des villes de plus de 100 000 habitants. Tous les autres, à Auray en Bretagne, à Saint-Égrève en Isère, à Naves en Corrèze, je ne vais pas tous vous les faire, mais on a beaucoup en fait de maires dans des toutes petites communes dont on ne parle pas assez. Alors c'est sûr que les journalistes et le grand public connaissent les grandes villes et donc on a tendance à plus parler des grandes villes. Nous aussi, c'est logique. Mais on va mettre le projecteur sur tout ce qu'on fait hors de ces grandes villes qui existent aussi, mais tout en restant très très fiers de ce qu'on fait dans les grandes villes parce que ce sont des vitrines et qu'on y change la vie chaque jour de millions de Françaises et de Français. Donc voilà un peu, et puis on va continuer à ouvrir notre parti, à essayer d'être de plus en plus nombreux, ce qui marche. On est à plus de 240 000 soutiens, on est à 18 000 adhérents, ce qui est un record absolu de l'histoire du parti, et les gens continuent d'adhérer chez nous. On continue aussi à s'ouvrir sur la société civile. Je pense que aussi il y a des moments où chacun était un peu dans son couloir de natation, mais là c'est tellement dur qu'en fait c'est très très mécaniquement, que même des assos qui disaient non mais là il y a nous les assos, vous les politiques, faut bien séparer, parlons très très discrètement, on arrive aujourd'hui à revendiquer de travailler ensemble et ça paraît logique pour tout le monde. Alors voilà un peu pour les sujets d'actualité. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que Sophie Bussière, qui est là, et puis je vous dis un petit mot parce que j'ai eu ma grand-mère est décédée en début d'année pour tout vous dire, donc j'ai pas pu aller au déplacement qu'on avait organisé pour aller en Cisjordanie aider la cause palestinienne et alerter sur l'UNRWA, l'agence onusienne qui est plus de 75 ans pour mission d'aider concrètement les Palestiniens et qui est menacée d'expulsion là pour la fin du mois. Et donc Sophie m'a remplacée au pied levé, je t'en remercie, avec Raymond Poncé, avec Guillaume Gontard, avec toute une délégation parlementaire. Et je trouvais important comme on n'a pas pu trop communiquer sur place parce que c'était interdit, on nous avait conseillé de pas communiquer pendant le déplacement, on s'est dit qu'on ferait au retour et donc c'est le moment de le faire. Vas-y Sophie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marine. Effectivement, vous l'avez peut-être vu, en début d'année du 5 au 8 janvier dernier, une délégation écologiste s'est rendue en Cisjordanie, donc principalement composée de parlementaires, donc Raymond Poncé pour le Sénat et Guillaume Gontard, le président du groupe, et 3 députés, Marie Pochon, Jean-Claude Roux et Jean-Louis Roumégas, et moi j'ai représenté le parti. Le fil rouge de ces déplacements, c'était l'expulsion imminente de l'UNRWA, d'Israël-Palestine. Il y a quelques années, cette phrase-là n'aurait pas pu être prononcée. On parle quand même de l'ONU qui risque d'être votée hors d'un territoire. Je vous rappelle très brièvement les 2 lois du Parlement israélien du 28 octobre dernier qui, de fait, empêcheraient la semaine prochaine l'UNRWA de travailler dans les territoires en Palestine, puisque tout contact avec les autorités israéliennes serait interdit avec les membres de l'UNRWA, donc ce qui de facto empêche le travail. Il a été annoncé par le gouvernement israélien une application à 90 jours, donc ça tombe la semaine prochaine, à partir du 29 janvier prochain. Il y a eu bien sûr des alertes préalables avant le vote des lois, à la fois de l'ONU, de l'OMS, des ONG, surtout ONG de soins, des médecins, les enfants, toutes les organisations relatives aux droits des enfants. En dépit de ces alertes vraiment très importantes, les lois ont été votées. Le double rôle de l'UNRWA, vous le connaissez, à la fois garant des droits des Palestiniens, mais aussi très concrètement, ils organisent vraiment l'éducation des enfants, on parle de 350 000 enfants, ils organisent et gèrent 58 centres de réfugiés, 770 centres de santé. Et concrètement à Gaza, c'est eux qui acheminent l'aide humanitaire, l'alimentation. Sans eux, pas de logistique possible, pas d'aide humanitaire. Donc là, je vous parle à ce moment aujourd'hui, entre deux, j'allais dire. Vous avez vu qu'il y a un cessez-le-feu qui a été annoncé et postérieurement en fait à notre tour. On n'en parlait pas lors du déplacement.
Dans quelle mesure ça va changer la donne, j'y reviendrai brièvement. En tout cas, vous avez vu probablement notre communiqué de presse la semaine dernière, et il y aura une autre conférence de presse demain, puisque au Sénat, il y a une délégation, le bureau européen de l'UNRWA, qui va être reçu par nos parlementaires. Donc à cette occasion, vous serez conviés. Nous avons nous communiqué également de façon publique. On a fait en urgence un webinaire aux adhérents, mais aussi qui était ouvert, qui a eu un succès. Il a été annoncé très tardivement. Il y a eu plus de 600 personnes en un jour. Donc vraiment, il y avait une attente sur ce retour. Sur notre déplacement, je serai donc brève parce que je ne veux pas anticiper la conférence de presse de demain. Je dirais quelques mots rapides, mais en vrai, il faudrait des heures et des heures. Il faudrait des livres entiers pour restituer ce que nous avons vécu sur place. 3 jours et demi seulement de présence. On peut écrire des livres entiers. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, le maximum possible en 3 jours et demi. Bien évidemment, nous étions inquiets en partant, à la fois de la situation générale en Palestine, en Israël, mais aussi sur cette problématique de l'ONU qui est boutée hors d'un pays, et nous sommes revenus inquiets. Nous avons vu au siège de l'UNRWA les personnes présentes qui concrètement nous indiquaient ne pas savoir si le 29 janvier prochain, elles pourraient venir travailler. Alors c'est très concret, il y a déjà les visas qui ne sont plus délivrés, il y a, il faut le savoir, tous les véhicules de l'ONU qui ne sont plus assurés par les compagnies israéliennes, donc des choses extrêmement concrètes et des conditions de travail impossibles. Nous avons rencontré de nombreuses ONG qui s'occupent des réfugiés palestiniens, bien évidemment extrêmement inquiètes, notamment les ONG qui s'occupent des droits des enfants, puisque de facto, il y aurait un empêchement à l'éducation de centaines de milliers d'enfants en Palestine. Je serai donc rapide, mais je voulais aussi revenir sur la vision de notre parti lors du déplacement. Il faut savoir qu'on était la première délégation à venir depuis le 7 octobre. A été rappelée la clarté, la constance de notre parti écologiste donc français, dans la mesure où ils avaient bien sûr eu accès à nos communications. Et ils ont noté donc une clarté. Je voulais ici rappeler que notre boussole est le droit international. Et donc on peut tout à la fois s'en signer dès le 7 octobre, qualifier de ce qui s'est passé de terroriste, le Hamas terroriste qui commet des actes terroristes, mais aussi plus tard, effectivement, qualifier, nous l'avons fait, de génocide en cours. Ce qui se passe en Palestine est un génocide en cours. Nous pouvons donc avancer tout cela parce qu'on se base à chaque fois sur le droit international et sur les décisions de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale. Nous n'avons pas de camp à choisir, nous avons choisi de pacifier aussi notre communication. Notre seul camp, c'est celui de la paix. À ce propos, je le disais, il y a donc du nouveau avec un cessez-le-feu. On n'en a pas spécialement parlé lors de notre déplacement, il a été annoncé postérieurement, et vous imaginez bien que c'était extrêmement secret tout ceci. Nous nous réjouissons bien sûr de la libération des otages israéliens, nous nous réjouissons également de la libération des prisonniers palestiniens. Nous pensons à elles, à eux, nous pensons à ce qu'ils ont vécu, à leurs familles, aux proches, aux longs mois d'attente, aux horreurs vécues. Nous nous réjouissons aujourd'hui, mais nous sommes quand même inquiets sur la suite. Et je parlais donc tout à l'heure de l'UNRWA qui va disparaître, et vous avez vu également, on commence à connaître plus précisément les conditions du cessez-le-feu. On voit quels ont été les médiateurs dans ce cessez-le-feu, donc notamment les États-Unis, qui bien entendu ont des intérêts concrets pour la reconstruction notamment, et pour mettre un pied dans la zone. On voit lorsque l'on voit hier, enfin c'est assez vertigineux lorsqu'on voit hier l'investiture de Donald Trump, les ambitions impérialistes et les conditions du cessez-le-feu avec le pied dans la zone de Trump, c'est assez vertigineux. Et ce qui nous a frappé lors du déplacement, concrètement en fait, c'est ce que ça fait l'impunité d'un pays, concrètement. Les discriminations, l'apartheid, avec ce couple par exemple qui est à Hébron, il est palestinien, il est né là, il a été conseiller municipal, il a été ministre de la culture palestinienne, son épouse est française, elle a le droit d'aller dans une rue qui lui est interdite, dans des zones qui lui sont interdites. Il a dû nous quitter à 3 mètres de la rue en disant je n'ai pas le droit d'aller plus loin, il est né là, et il a géré cette commune, il a probablement, lorsqu'il était conseiller municipal, ordonné des travaux dans cette rue, il n'a plus le droit d'y aller. Voilà concrètement, quand on parle de discrimination, ce que ça fait avec, vous imaginez bien, l'arbitraire qui est attaché. Donc nous sommes extrêmement inquiets par rapport aux suites. La semaine prochaine, c'est encore l'inconnu sur le sort de l'UNRWA. Donc en dépit du cessez-le-feu, nous allons continuer à alerter, à mettre la pression.
Nous avons demandé la semaine dernière, nous avons interpellé le président de la République, le gouvernement. Nous avons demandé donc un rendez-vous avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous continuerons à alerter. Nous avons également alerté l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Nous continuerons à le faire. Vraiment, ce qui se passe là-bas depuis des décennies, c'est une impunité totale. Et puis c'est, je dirais, pour conclure, la faiblesse de la collectivité, la faiblesse de l'ONU, la faiblesse de l'Union européenne. Et donc aussi, il va falloir, nous avons un vaste chantier, nous écologistes et humanistes, de réinvestir aussi l'Union européenne en espérant qu'elle puisse retrouver voilà, une voie diplomatique très forte pour la paix. Merci. Merci Sophie. Alors je sais que c'est pas forcément vous, journalistes politiques, qui écrivez sur ces sujets-là, mais vous avez sans doute dans vos rédactions des collègues qui suivent et que vous pouvez inciter à venir à la conférence de presse de demain. Et c'est vrai qu'il y a une violence, je pense, qu'on se représente vue de la France, mais quand on la vit et quand on la voit sur le terrain, qui n'est pas du tout la même. Il faut savoir aussi que l'interdiction de l'UNRWA, c'est y compris pour des associations comme Médecins sans frontières, ça les empêche en fait d'agir. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin de toute aide humanitaire et c'est la vie d'1 million de Palestiniens qui est en jeu à la fin. Alors sans aucune transition, le deuxième focus qu'on voulait faire, c'était un focus sur les municipales, parce que c'est un autre sujet qui commence à monter. On a pas mal de questions de votre part et donc c'est Olivier Bertrand, délégué aux élections, qui va vous faire un petit point de situation. Merci, effectivement, sans aucune transition. Donc les élections municipales sont dans un peu plus d'1 an, mars 2026, hein, ces dates ont été confirmées. Évidemment, après Grenoble en 2014, je suis de Grenoble, après beaucoup de grandes villes, mais aussi, Marine l'a dit, de villes de taille moyenne, de villages en 2020, on a maintenant la preuve qu'avec des maires écologistes, on améliore le quotidien, on préserve les lendemains. Et pour nous, écologistes, les élections municipales, c'est des élections qui sont fondamentales. Fondamentales parce que c'est dans les communes, donc c'est au plus près des habitants, que l'on met en œuvre des politiques qui correspondent aux attentes des Français en matière d'écologie, une écologie concrète, une écologie qui protège, une écologie qui permet de nous adapter aux bouleversements climatiques en cours. En 2026, on ne change pas nos règles de fonctionnement en ce qui concerne les élections municipales. Comme on l'a fait les années précédentes, on va travailler à partir des réalités de terrain, à partir de ce que l'on peut avoir comme possibilité de travailler en partenariat avec la société civile, avec les citoyens engagés, avec l'ensemble des partis de gauche. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on le fait dans une logique de subsidiarité. C'est les militants, c'est les adhérents qui, sur le terrain, choisissent leur chef de file, choisissent les personnes qui vont les représenter sur les listes aux élections municipales et qui choisissent le projet qu'ils vont défendre. Bien sûr qu'on peut avoir des ambitions nationales, bien sûr que l'on va échanger avec tous les copains et les copines qui vont s'engager dans ces élections municipales, bien sûr que l'on a envie de faire progresser la gauche et les écologistes, surtout dans le contexte politique que l'on connaît. On a besoin d'un discours rassembleur, on a besoin de montrer qu'il y a une alternative face à la montée de l'extrême droite, mais nous pensons que c'est en tenant compte des réalités de terrain qu'il n'y a pas un grand accord national qui va régler toutes ces questions. Et c'est d'ailleurs comme ça, rappelons-le, que l'on a gagné en 2020. La situation à Strasbourg n'est pas la même qu'à Bordeaux, qui n'est pas la même non plus qu'à Lyon ou à Grenoble. Et pareil, dans des villes de 20 ou 30 000 habitants, dans lesquelles on a aussi des élus et des maires. Donc ça, c'est un élément qui est important. On repart sur cette bataille des municipales plus motivées que jamais, et on le fait sur des bases qui nous ont permis de remporter des victoires en 2020. Alors, pour ne pas être trop long, je voulais simplement vous donner 2 dates qui s'inscrivent dans le calendrier, ce que l'on a prévu, qu'on va mettre en œuvre sur l'année 2025. La première, c'est le dimanche 27 avril, au lendemain du congrès d'investiture, qui sera donc la seconde phase de notre congrès, mais Aminata Niakate, qui est ici, reviendra sur le mode de fonctionnement juste après moi
du Congrès. Cette journée du dimanche 27 avril sera consacrée au lancement de la campagne des municipales et seront présents avec nous toutes et tous les chefs de file qui s'engageront sur ces élections. On pourra donc travailler, mettre en avant tout ce qui a été déjà réalisé et ce que l'on souhaite continuer à mettre en œuvre au niveau municipal. Deuxième date, les journées d'été des écologistes qui auront lieu du 21 au 23 août et qui auront lieu cette année, je crois qu'on peut le dire, on peut le dire, à Strasbourg, où les journées d'été ont déjà eu lieu en 2018. Et pour l'anecdote, Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg, était à l'époque une militante bénévole sur ces journées d'été. Elle faisait des flammes-cuches. Elle était bénévole. Vous voyez comme la progression est allée vraiment très vite, à quel point l'engagement au plus près du terrain peut vous amener à des grandes fonctions municipales. Et évidemment, pendant ces journées d'été, on parlera des municipales. Ça sera un des sujets centraux de ces journées d'été. Il y aura peut-être évidemment un autre sujet, vous vous en doutez, l'actualité va tellement vite, il y a tellement de possibilités d'élections d'ici la fin de l'année que tout ne sera pas centré sur les municipales, mais il est évident que ces élections municipales seront au cœur de ces journées d'été. Et on pense qu'on aura justement beaucoup de personnes qui viendront nous rejoindre à ce moment-là parce que, vous le savez, l'essentiel des adhérents et des militants veulent s'impliquer dans les élections municipales parce que c'est celles qui les concernent le plus directement, que c'est vraiment là, à ce niveau-là, qu'on a les contacts les plus directs avec les habitants, avec les Français et les Françaises, et qu'il y a un enjeu à gagner ces élections municipales. Merci beaucoup Olivier. Oui, on ne prépare pas les municipales par revanche contre je ne sais qui ou je ne sais quoi, on les prépare pour les habitants des villes où on se présente. Si vous avez des questions sur les journées d'été, peut-être vous indiquer, je te vois pas Anne, voilà. C'est Anne Lestrade qui est derrière vous, qui est au bureau exécutif en charge des journées d'été. Je sais que vous aviez l'habitude que ce soit moi puis que ce soit Léa Bellage, et donc comme ça vous savez cet été qu'il faudra appeler pour savoir sur quelle plénière les VIP des journées d'été seront invités. Dernier petit focus, parce qu'on a beaucoup de questions sur le congrès aussi. Alors bon, on va pas, ici on est dans une conférence de presse du mouvement, on va pas poser des questions sur qui fait quoi, à quelle date, mais on voulait peut-être vous redonner un peu le cadre, le calendrier, les règles de ce congrès, parce que j'ai lu dans certains articles des choses fausses, notamment que c'était la direction des Verts qui allait écrire un texte arbitraire et proposer aux adhérents, si vous restez sur les municipales, et donc voilà, on va vous donner un peu le petit éclairage sur comment va se passer le congrès avec notre deuxième porte-parole, Aminata, que vous pourrez continuer à appeler pour toutes les questions voilà, un peu réglementaires sur le congrès pour bien tout comprendre. Merci Marine, bonjour à toutes et tous, meilleurs vœux. Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les nouvelles règles de notre congrès, donc c'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Alors, vous le savez, depuis mars 2024, nous avons des nouveaux statuts, un nouveau nom et de nouvelles règles, notamment pour notre congrès, l'organisation de notre congrès fédéral, congrès qui est un moment de démocratie interne très fort pour nous, les écologistes. Et par nos nouveaux statuts, nous avons eu la volonté de décorréler l'orientation stratégique du mouvement de l'incarnation de nos instances délibératives et exécutives. Et nous n'avons plus de liste adossée à différentes notions d'orientation stratégique concurrentes, dont on ne voit pas toujours parfaitement bien la différence, mais nous n'avons qu'une notion fédérale commune, travaillée collectivement par toutes et tous sur la base de contributions dont pourront s'emparer l'ensemble des adhérents. Et pour faire valoir une vision sur toutes sortes de sujets, donc chacune et chacun des adhérents pourront voilà, travailler sur l'habitabilité de la planète, les municipales, nos territoires, les villes, les villages, la géopolitique, la diplomatie française, ou plus près de nous, notre fonctionnement interne pour construire un parti efficace, démocratique et inclusif. Alors oui, effectivement, contrairement à ce que j'ai pu lire moi aussi dans la presse, la motion commune fédérale ne sera pas rédigée par le bureau exécutif, mais par des comités de rédaction qui feront la synthèse de toutes les contributions reçues émanant des adhérents. Et l'idée est vraiment de construire une stratégie partagée et de sortir des logiques de motion et de courant qui peuvent parfois cliver inutilement pour permettre à quelques personnes d'exister pour convoiter un siège ci et là. Et notre future direction et nos représentants au Conseil fédéral, qui est notre Parlement, seront désignés distinctement
sur la base de leurs compétences, avec une vraie volonté de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Alors comment ça va se passer en termes de calendrier? Donc dès le 27 janvier, il va y avoir un appel à contribution pour la rédaction commune de la motion d'orientation fédérale et un envoi de convocation pour le congrès. Au terme d'un mois de réception de diverses contributions, on installera les fameux comités de rédaction qui auront vocation à rédiger la motion fédérale de manière consensuelle. Et bien évidemment, il peut y avoir des dissensus, et en cas de dissensus, il sera proposé aux adhérents des votes sur des rédactions alternatives. Et bien évidemment, des débats seront organisés en région en amont du vote de la motion fédérale commune. Parallèlement, évidemment, des appels à candidature seront lancés pour les différentes instances du parti à renouveler ou à élire, notamment pour le poste de secrétaire national, pour des postes de secrétariat exécutif, pour le bureau politique qui sera notre nouvelle direction exécutive, et pour notre conseil fédéral qui est notre parlement, dont les 3/4 seront issus des régions de nos territoires. Et des débats, évidemment, seront organisés pour départager tous ces candidats. Et donc les votes auraient lieu courant avril, en 2 tours s'il y a lieu. Et la convention d'investiture sera donc le 26 avril à la Cité Fertile, à Pantin. C'est un endroit qu'on aime beaucoup. Nous y étions allés à l'occasion de nos journées d'été en 2020. Nous étions le seul parti à avoir maintenu des universités d'été pendant la période du Covid, avec plus de 60 heures de streaming en 3 jours. Et c'est ici également que nous avons réalisé notre refondation en 2022. Donc c'est un lieu qui devient un peu mythique pour les écologistes. Donc rendez-vous le 26 avril et à votre disposition si vous avez des questions sur le congrès. Je vous remercie. Merci Amina.